Bonsoir et bon week-end. Notre dernière invitée de l'année 1990 s'appelle Vanessa Paradis. Bonsoir. Bonsoir. Pour t'interroger, la portion congrue ce soir, Bayon de Libération, prix interallié pour les animaux chez Grasset, et Yves Bigot, prix de rien du tout, jusqu'à 18h, donc Vanessa Paradis dans France Interview. Et tu viens d'avoir 18 ans. Ben oui. Et ça fait quel effet ? Ça fait pas grand chose en fait. Tu sais, il y a tout un ramdam autour de mon anniversaire. Il y a eu tout un ramdam autour de mon anniversaire comme ça. Mais bon, c'est pas si grave que ça d'avoir 18 ans quoi. Et ça veut dire plein de choses pour plein de gens qui ont 18 ans quoi. Mais le problème c'est que mes 18 ans je les vis déjà depuis un moment, tu vois, de se prendre en main et de prendre ses responsabilités et de rentrer dans un système d'adulte comme ça. J'y suis depuis quelques temps maintenant, donc c'est devenu un peu comme une habitude. Et donc bon, c'est un anniversaire quoi, c'est tout. Pour toi, en même temps, il y a un enjeu, c'est qu'à 18 ans, tu deviens majeur, et donc c'est ta signature qui compte et plus celle de tes différents tuteurs ou protecteurs. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche pas. Je pense que la situation va pas changer, même si c'est moi qui vais signer mes contrats maintenant. J'ai toujours travaillé en accord avec mes parents, avec mon équipe. On a toujours tous discuté, et puis aujourd'hui que c'est moi qui vais signer, je pense que ça changera pas. Ce sera toujours la même chose. Je sais pas. Peut-être je vais pouvoir passer mon permis, c'est tout. T'as pris des leçons ? J'ai pris des leçons. Non, j'ai pas pris des vraies leçons. J'ai déjà conduit, quoi. Mais je sais pas, la moto, ça me branche plus que la voiture. Ça, c'était à 16 ans que tu pouvais avoir le permis, non ? Ouais, enfin c'était un truc compliqué. Il fallait, ça marche si tes parents n'ont pas eu trop d'accidents et s'ils te prêtent leur assurance. Enfin, c'était un merdier à peu près comme ça. Donc on l'a pas fait. On n'a pas eu le temps et on a laissé tomber, quoi. Non, je voulais revenir sur cette histoire de contrat de parents. C'est un peu trop joli quand même qu'il n'y ait jamais à écouter Vanessa Paradis. On pourrait penser qu'il n'y a jamais de problème, ni avec l'entourage, ni avec les parents. Il y a forcément des problèmes. Surtout quand beaucoup d'argent s'en mêle, comme dans le cas qui nous intéresse. Il y a forcément des problèmes tout ou tard. C'est ça qui vous intéresse, fallait me dire. Non. Non, dans le cas qui nous intéresse, c'est Vanessa Paradis, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc dans ce cas-là, il y a forcément des problèmes. Quel que soit l'idéal, ça représente un capital. Et le capital, il est forcément le objet de conflit entre les gens, tôt ou tard. Bien sûr qu'il y a eu des conflits, mais en tout cas moi j'ai jamais été mêlée à ça parce que l'argent c'est quelque chose, je sais pas en parler parce que ça m'intéresse pas vraiment. Et à chaque fois qu'il a été question d'argent dans les discussions, moi à chaque fois je m'en allais parce que ça m'intéresse pas et que ça m'ennuie plutôt qu'autre chose. Et c'est vrai que ça peut créer parfois des conflits internes quoi, mais ça a jamais été des choses graves. Non, mais donc, c'est ça que ça signifie, c'est que maintenant, bon gré mal gré, il faudra les trancher, ces questions-là, ces conflits. Vous pourrez pas quitter la pièce quand il sera question d'argent. Oui, il va falloir que j'apprenne à en parler, ça c'est sûr, oui. Voilà. Ça va être très chiant. Et ça fait quoi, ça ? Ça va. C'est un petit peu emmerdant, quoi, parce que ça m'intéresse pas du tout. Mais en même temps, bon... Pour parler d'argent, c'est ma mère qui s'occupe de tout ça, qui s'occupe de gérer cet argent-là, et c'est elle qui va continuer à l'avenir pour l'instant. Mais dès qu'il va falloir parler d'argent, je pense que ça va être assez compliqué parce qu'il va falloir que j'apprenne tout ça et puis savoir en parler, comprendre et tout. Donc je sais pas, on verra comment ça va se passer. Il n'y a pas je parlais des parents aussi. Ça me semble étonnant, moi presque malsain qu'on déteste pas un peu ses parents. Ça doit. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je dis, ça me semble presque malsain qu'on ne soit pas en opposition avec ses parents tôt ou tard. Il faut aussi faut les évacuer. Ah non mais attends, je veux dire, je suis adolescente comme tous les adolescents et j'ai eu ma crise comme tout le monde, quoi. Ah voilà, d'accord. Ouais. Bien sûr, on a eu une année monstrueuse, mais je pense que c'est la même chose dans toutes les familles. Je sais pas, où ils sont pas d'accord avec moi et je suis pas d'accord avec eux, et puis il y a que des cris dans la maison, il y a pas autre chose. Et puis tout d'un coup ça s'arrête petit à petit, enfin pas tout d'un coup, mais comme ça en dégradé ça se calme, et puis un jour ça s'arrête, et c'est là où moi je me suis rendu compte que la famille c'est primordial. C'était avec qui les conflits se posaient surtout? Il y avait une personne particulière, le père ou la mère, ou c'était les deux en bloc comme ça?
qui était rejeté ou ça a été ça a été un peu les deux de toute façon. Ça a été mon père où on pouvait plus se parler sans se hurler dessus et je sais pas, ça a été quelque chose d'atroce, vraiment d'atroce à vivre. Mais bon, je suis pas la seule, on passe tous par là, quoi. Et puis on s'est tous pardonné tout ce qu'on s'était fait les uns aux autres. Mais je suis désolée de parler de quelque chose de joli, mais je sais pas, j'ai pas honte à dire que mes parents sont des gens super et que j'ai eu, je sais pas quoi, tout le temps que je passe avec eux, c'est du temps, c'est quelque chose de formidable, quoi. Ça veut dire que c'est résolu maintenant déjà? Oui. Oui, ça a été à l'époque où j'avais de 15 ans et demi à 16 ans et demi. C'était cette période-là. Les conflits, à ce moment-là, ils n'étaient pas qu'avec les parents, c'était une période difficile. Mais non, en fait, tu sais, c'est quand t'es en conflit avec tes parents, t'as tendance d'abord t'as tendance à croire les autres, mais à excuser beaucoup les autres. Parce que tes parents, tu te dis, bon, tes parents ne comprennent pas, les autres, ils te comprennent. Tu vois, t'as tendance à t'entendre beaucoup plus que tu le ferais normalement avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas, au bout d'un moment, ça se stabilise, quoi, tu vois. La contrepartie de l'entente avec son entourage comme ça, est-ce que c'est pas aussi ce que vous disiez un jour, c'est-à-dire que vous êtes toujours accompagné, donc vous avez un peu peur de la rue, du métro, des choses comme ça. C'est pas des choses familières pour vous et donc vous les affronteriez pas sans un petit peu d'appréhension, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Enfin, non, je me balade dans la rue. C'est vrai que je suis pas souvent seule quand je suis dans la rue, parce que ça serait un petit peu compliqué. Je pourrais peut-être pas faire 1 mètre sans être arrêtée, tu vois, mais j'ai pas peur de marcher dans la rue. Bon, c'est plutôt pratique alors. Oui, j'avais mal compris. J'avais compris, moi, que c'était une réelle appréhension. C'était presque l'étranger. C'était presque un pays étranger. Non, ça a été une appréhension à l'époque où je faisais qu'en prendre plein la gueule. Et c'est vrai que j'étais carrément devenue parano. Et que quand j'allais n'importe où dans un endroit extérieur, je me mettais à flipper pour un oui, pour un non. Mais ça a juste été une période courte, quoi. C'est terminé aussi, ça? Oui, c'est terminé. Oui, c'est terminé, je veux dire. Tu sais, ça s'est passé, toute cette relation avec les gens. En fait, au départ, je me suis posé plein de questions parce que je comprenais pas pourquoi tout n'allait pas et pourquoi les gens ne me supportaient pas. Donc au départ, c'était plutôt un point d'interrogation. Après, j'avais envie de me défouler parce que j'avais compris quelque chose en fait qui n'était pas tout à fait ça. Enfin, je sais pas, j'avais beaucoup de haine que j'avais besoin d'extérioriser. Et puis aujourd'hui, je me suis rendu compte que de toute façon, la situation n'a pas changé, que c'est comme ça, qu'il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas, c'est normal, c'est la même chose pour tout le monde. Et voilà, quoi. Je veux dire, je pense que c'est aussi un peu une façon de grandir, de s'apercevoir que tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil, et de devenir un petit peu moins naïf et de je sais pas, de voir la vraie vie, de se rendre compte vraiment de la mentalité des people, tu vois, des gens qui sont dans le monde, des gens en général qui sont partout, dans la rue, chez toi, dans les supermarchés. En parlant des gens qui sont pas forcément très sympathiques avec vous, vous pouvez nous raconter la rencontre avec Lou Reed à l'exposition Ça va être très nul parce que je l'ai pas rencontré en fait. Je suis allée à cette exposition mais ça n'a pas grand intérêt à raconter parce que j'y suis allée et comme ça a été le concert a tellement été en retard que moi après j'avais un autre rendez-vous que j'ai dû m'en aller et qu'en fait la rencontre n'a pas eu lieu. Ah bon, moi j'ai pas. Pourtant il y a un bruit qui a couru à un moment donné que la rencontre s'était faite et que Lou Reed vous avez même pas. Vous avez maltraité, qu'il n'avait même pas été prévenu, donc il s'était pas rendu compte de l'honneur incroyable qu'il était fait. Toi tu crois tout ce qu'on te dit aussi. Hein. Non, mais ça a été répercuté dans la presse quand même. Ah bon, que la rencontre avait tourné court, que mais il avait refusé de vous serrer la main. Non, ça n'a pas existé ça alors. Il y a une autre version dans la presse qui est peut-être un peu plus vraisemblable, qui est qu'en fait il a refusé de te rencontrer. Et non, pas du tout. En fait, je te dis, ça s'est passé comme ça. Je suis arrivée là-bas. Tout d'un coup, on a appris que tout ce qui allait se passer, c'était franchement en retard. On a commencé à aller voir les expositions. Et puis moi, là, vraiment, il y a vraiment eu un moment où il fallait que je m'en aille. Et je te dis, je l'ai même pas aperçu. J'ai même pas été
été pour... je suis même pas allée le rencontrer. En même temps, tu sais, moi, j'y allais pas. Enfin, je déteste ce genre de truc où on amène une petite chanteuse qui est fan d'un monument et on est là, on va les faire se rencontrer. Il va peut-être lui serrer la main, il va peut-être la toucher, ils vont peut-être même faire une photo, tu vois. Je déteste ça. Moi, j'y suis allée comme tout le monde pour aller l'écouter chanter, pour aller les écouter chanter. Et puis, si tout d'un coup, j'avais pu le voir de près, j'aurais été contente. Mais j'y allais pas simplement pour lui serrer la main, tu vois. J'y allais juste comme ça, comme tous les gens qui étaient là-bas. Lou Reed par Vanessa Paradis, c'est Walk on the Wild Side dans France Interview. Jusqu'à 18h sur France Inter, France Interview intime, voire intimiste, avec Vanessa Paradis, Bayon et Yves Bigot. Walk on the Wild Side, c'est extrait de ton deuxième album, Variation sur le même thème. Qu'est-ce qui t'a pris de chanter des histoires de pipes, de travestis et de trucs comme ça? Ce qui m'a appris, c'est que j'ai adoré cette chanson la première fois que je l'ai entendue. Je comprenais pas un mot de ce qu'il racontait. Et après, on m'a à peu près traduit le texte. Et c'est vrai que c'est un petit peu des histoires dégueulasses qui se passent dans cette chanson, mais moi je sais pas, tu peux le voir sous plein d'interprétations différentes. Et moi la mienne, tu sais, le fait qu'il raconte ces histoires et qui conclut à chaque fois, qui ponctue ses phrases par Take a Walk on the Wild Side, j'ai l'impression qu'il dit un petit peu merde, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux, et même si je raconte des histoires dégueulasses, c'est un petit peu, je sais pas, c'est une chanson de rébellion un petit peu, et j'aime bien ça. Ça doit sortir en single, c'est ça? Non, pas du tout. Pourquoi pas? Parce que moi, au départ, je suis un petit peu contre les reprises. Mais le problème, j'avais tellement envie de chanter cette chanson, tu sais, c'est comme si on l'avait fait dans un coin, dans une pièce ou à la maison, faire un bœuf avec des potes et qu'on l'avait enregistré pour en garder le souvenir. Et là, mon plaisir à moi, je veux dire, mon plaisir, ça y est, il est établi, je l'ai chanté, c'est ce que je voulais. Après, le sortir en 45 tours, ça devient un petit peu quelque chose de commercial et j'ai pas envie de faire ça. Je suis heureuse de l'avoir chanté et je serais heureuse de la chanter sur scène. C'est tout. Vanessa Gainsbourg, il avait bien dû essayer de t'en refiler 2-3 des chansons qui parlaient des mêmes choses mais en français. Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, Serge, je sais pas, on a beaucoup discuté, tout. On a raconté plein de trucs dans la presse en disant que je lui avais monté la tête en lui disant pendant, je sais pas, des mois qu'il m'écrive pas des Sucette Alani numéro 2, tu vois, comme ça. Et en fait, pas du tout, je sais pas. Il a écrit ces choses à l'instinct et jamais il m'a proposé de textes ambigus ou... Ça t'a déçu? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je crois que de toute façon, c'est une idée un peu fausse sur Gainsbourg. Ça fait quelques années qu'il n'est plus du tout ambigu, on pourrait dire. En parlant de Gainsbourg, aussi bien que de Rodagil d'ailleurs avant, la question qu'on peut se poser à propos de Vanessa Paradis, c'est quand est-ce qu'elle va travailler avec des jeunes un petit peu, des gens de son âge par exemple? Eh ben, le jour où je rencontrerai des jeunes qui vont m'éclater, je travaillerai avec eux. Pour l'instant, je n'en ai pas encore rencontré. Mais oui, mais est-ce que ça veut dire que vous connaissez tout ce qui se fait, tout ce qui sort en ce moment? Vous connaissez les Laz, les Happy Mondays, non, je connais. Mais donc il faudrait les connaître. Bien sûr, mais moi, les gens avec qui je travaille et avec qui je vis, parce que c'est plutôt des histoires amicales plutôt que du travail, tu vois. Je vais rencontrer quelqu'un qui va m'éclater et tout d'un coup, je vais avoir envie de faire quelque chose, quelqu'un d'inconnu ou de connu, je m'en fous. Mais ça marche sur des rencontres. D'abord sur quelqu'un, pas, ça commence pas d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue humain. Je rencontre quelqu'un qui m'éclate humainement, et à ce moment-là, j'aurai envie de travailler avec lui. Alors bon, des jeunes dont, comme, je sais pas, tu parles, j'en ai pas encore rencontré qui m'ont éclaté. Le jour où ça va se faire, je vais pas me poser la question de savoir si ça va vendre ou pas. Simplement, on se sera bien amusé à travailler ensemble, c'est tout. Là, quelques mois après, ton regard avec le recul sur le travail avec Gainsbourg, il ressemble à quoi? Attends, répète. Voilà, il y a un consensus qui commence à se dégager un petit peu, qui veut que finalement, dans le deuxième album, les musiques sont mieux que les paroles et que c'est ce qu'on attendait de plus fort, c'est-à-dire sans doute l'apport de Gainsbourg, qui est peut-être la petite faiblesse du disque, en tous les cas sur un certain nombre de chansons. Est-ce que c'est ton sentiment?
Non, mon sentiment, c'est que de toute façon, dans tous les albums qu'on fait, on a des chansons fétiches. Il y en a d'autres qu'on aime moins que d'autres, et des chansons qui sont certainement moins fortes que d'autres. Mais moi, je suis tout à fait, je suis fière du travail de Gainsbourg, du travail de Langolf. Je suis fière du produit fini, quoi. J'ai aucun regret. Entre les deux, honnêtement, entre le premier et puis le second, ça serait lequel Putain, c'est une question vache, ça. C'est hyper difficile de m'en noyer ça dans 5 ou 6 albums, parce que là, j'en ai que 2. Le premier, c'est comme un premier enfant, je sais pas, c'est quelque chose, même si, je sais pas, imaginons que dans 10 ans, je réécoute cet album et que c'est pas du tout la musique que j'ai envie d'entendre, je l'aimerais toujours parce que c'est notre premier travail à toute l'équipe avec Langolf, Haussmann et Bertrand Châtenay. C'est quelque chose, je sais pas, c'est quelque chose qui nous restera dans le cœur toute notre vie. Et le deuxième, c'est je sais pas, c'est un travail qui m'a bien amusé, parce que tout d'un coup, avec Langolf, toute l'équipe, on a pu se permettre des choses qu'on pouvait pas se permettre sur le deuxième. Ce que je veux dire, c'est que ça se rapproche vraiment de la musique qu'on a envie de faire. Donc je sais pas, musicalement, c'est le deuxième, et dans mon cœur, c'est le premier. Voilà. Excuse-moi, mais ta question est difficile. Non, c'est une réponse. Non. Pour remettre à l'instant, pour réintroduire quelques mauvaises vibrations, je pensais à ce qui se passe avec Patricia Cass, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça Qu'est-ce qui se passe de quoi? Parce qu'il y a plein de choses. Avec son entourage, et justement des conflits. Je reviens au conflit de tout à l'heure, et les conflits qui sont justifiés par les énormes intérêts en jeu que représente Patricia Cass. J'en pense, tu sais, moi je suis pas vraiment, je suis pas comme toi, je mets pas mon nez partout, et je suis pas au courant de tout. Oui. Et mais c'est une vacherie, ça ou pas? Il ne met pas son nez partout. mais je sais pas exactement ce qui se passe autour d'elle. Je sais qu'il y a eu il y a des conflits et tout ça, mais en même temps, je vois pas pourquoi je donnerais mon avis là-dessus, ça me regarde pas. Même si vous en faites des pages, même si vous rendez ce truc là public, je pense que, je sais pas, les gens ont pas à savoir ça, c'est un personnage public, hein, comme vous. Donc à un moment donné, c'est un personnage public, et puis c'est une industrie, c'est une personne qui représente toute une machine. Oui, mais alors attends, parce qu'un personnage public, c'est fait pourquoi? D'abord, c'est quelqu'un qui logiquement doit s'amuser, prendre du plaisir à faire ce qu'elle fait, et après essayer de faire rêver les autres. Si tu essayes, si t'es là à déballer des sales histoires et tous les problèmes qu'elle a, c'est vrai, je sais pas, de raconter une enfance terrible, d'en faire des kilos, vous voyez d'où elle est partie, d'où elle est arrivée, ça c'est normal d'en parler, mais je sais pas, à partir du moment où t'es là en train d'essayer de grappiller, de raconter tout ce qu'il y a de négatif autour de ça. Dans ce cas-là, la personne publique, je sais pas, c'est tout d'un coup le rêve est cassé. C'est plus quelqu'un public, je sais pas, c'est compliqué. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais ça fait partie aussi du rêve des gens. C'est que les gens de temps en temps aiment bien que ça fasse comme ça. C'est ça le problème. C'est qu'il y ait des morts, oui. C'est ça le problème. Ah oui, mais c'est la que règle du jeu. Tout le monde, quand les gens, quand on parle d'un truc comme ça, les gens sont là à dire mais laissez-les tranquilles, c'est leur vie privée et tout ça. Mais le problème c'est qu'ils en demandent aussi, même ceux qui disent ça. Donc ça, je pense que c'est un problème que personne n'arrivera à résoudre. Et puis je sais pas, il y a le fait aussi qu'il y a certains artistes qui, je veux dire, c'est leur choix. Ils font des photos, ils font des couvertures de magazines avec leur femme ou avec leur mari, avec leurs enfants. Les photographes viennent chez eux et tout ça. Il y en a d'autres, ils en ont pas envie. Alors bon, ça c'est une polémique qui existe depuis longtemps et je sais pas comment ça va se résoudre. Ça se résoudra jamais, je pense. Mais surtout, je pense que il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, quoi. Ceux qui veulent pas dévoiler tout ce qu'il faut. C'est compliqué. Je sais pas quoi dire là-dessus. Moi. Bon, mais oublions. Alors, maintenant, je détends l'atmosphère. C'est quoi votre gourmandise préférée? La crème brûlée. France Interview, Yves Bigot. Avec Vanessa et Bayon jusqu'à 18h, donc, et à l'instant c'était L'amour en soi, une chanson qui dégage un certain consensus. Je crois on va d'abord interroger Bayon. C'est votre préféré sur l'album? Oui, c'est une de mes préférées, j'aime bien ça. Vanessa? C'est peut-être la plus new wave dans le...
dans la facture. Et là, est-ce que tu es d'accord sur le texte? Il est beau ce texte-là, non? Oui, c'est un petit peu de la rhétorique de toute façon. Tout cet album, je dis pas que c'est inintéressant, mais c'est du Gainsbourg un petit peu réduit c'est presque du lettrisme en fait. C'est de la poésie qui, je sais plus s'il veut signifier quelque chose exactement. Ça tourne un petit peu à vide, mais c'est pas inintéressant. Hein. D'accord. C'est comme s'il y avait plus de chair et que ça marche un petit peu uniquement sur l'idée, sur le concept. Non, c'est pas ça. Mais tu dis ce que tu penses, hein. Non, mais c'est presque de l'angélisme. C'est comme l'angélisme qui permet de trancher entre les options sexuelles. J'ai l'impression que c'est un petit peu là qu'il en est rendu Gainsbourg maintenant. Les textes qu'il y a, il y a deux choses. Il y a ce que dit le texte et il y a comment sonnent les mots. Et avec ce texte-là, je trouve qu'il y a les deux. Donc j'étais vachement contente quand Gainsbourg a porté le texte. Voilà. Oui, mais peut-être la façon dont ils sonnent les mots, c'est aussi la façon dont vous vous les appropriez aussi. Ouais, peut-être. La façon de marquer les temps, Mais enfin, donc non, je trouve pas ça mal. Hein. C'est là qu'il y a quasiment consensus en fait, c'est que tu devrais presque être troisième compositeur ou signataire des morceaux avec les deux autres. Merci. Alors il faut maintenant expliciter quand même cette histoire de crème brûlée. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors pourquoi la crème brûlée? Et quelle crème brûlée? Quelles crèmes brûlées? Je crois qu'elles sont un peu toutes pareilles, quoi. C'est vrai, j'en ai goûté des italiennes, j'en ai goûté des françaises, et elles sont très bonnes. Pas de préférence. Je crois que Bayon aime les Espagnols. Non, les spécialistes, c'est les Catalans, non, je crois. C'est ça? C'est pas la crème, la crème catalane. C'est très spécial. Hein. Je vais goûter la catalane, jamais goûté. Ouais, normalement, Rodagil devrait être un expert de la crème brûlée catalane. Oui, la question sur le texte, la question de Vanessa sur le texte L'amour en soi me faisait penser à une autre question un petit peu tordue, c'est je voudrais que vous décriviez l'homme que vous auriez aimé être. Wow. T'es pas tordu, toi, déjà. C'est un exercice, voilà. Je sais pas, par rapport aux hommes, je pense que j'aurais aimé être l'homme ou les hommes, je sais pas, qui me plaisent. Donc je sais pas, c'est des gens, beaux de l'intérieur et je sais pas, avec le sens de l'humour et fou. Donc il y a un narcissisme. Pourquoi? Si tu aurais voulu être l'homme qui t'aurait plu, oui. En fait c'est une recherche de ta propre image de toute façon. Oui, forcément, un peu. Et mais alors tu passes ton temps à dire que tu te plais pas vraiment. Non, mais parce qu'on pose. Ou que tu ne t'auto-séduis pas. Parce qu'on me pose souvent la question. Je veux dire, si on posait pas la question, j'en parlerais pas, parce que c'est la façade extérieure, c'est pas quelque chose qui m'attire en premier, quoi. Je veux dire, les gens qui sont autour de moi sont pas forcément des gens, comment on dit, plastiquement beaux, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui se dégage. C'est ça qu'on appelle, je sais pas, le charme ou la beauté intérieure. Mais je sais pas, quoi, si on te demande t'es beau, tu vas forcément répondre non. Ta gueule, tu la connais par cœur, tu la vois tous les jours dans un miroir. T'es pas surpris par ta gueule, quoi. Tu peux voir que les défauts. Moi, quand je me regarde dans la glace, je vois mes dents écartées et mon nez de 2,5 cm, tu vois. Ça, c'est vrai. Hein. Ouais, je sais, c'est vrai. et des fois même avec des boutons. Des fois, non, arrête, j'ai pas le bouton. Ah non, pas aujourd'hui. Mais c'est un vrai problème. Tu veux qu'on parle de ça, sincèrement? Ouais. Ouais. Non, écoutez, chers auditeurs, pardon, j'ai un gros problème, c'est... Non, j'ai des graves problèmes de peau. C'est-à-dire, j'ai une peau tellement fine que dès que je sais pas, que j'attrape une allergie ou quoi, ça s'amplifie à grande vitesse. Et c'est un enfer, quoi. Alors, où j'ai une peau sublime, où j'ai des problèmes et ça me prend la tête à longueur d'année. C'est surtout l'hiver. L'été, ça marche d'enfer.
Parce que le soleil, ça me fait du bien, mais sinon, c'est l'enfer. Parce que j'ai la peau très sèche. C'est intéressant, hein. Alors, Mais l'hiver, ça devrait être impeccable parce que le froid devrait tuer tous les germes. Mais attends, ça n'a rien à voir avec ça. Donc on va dire Vanessa Carabos maintenant. parce que non, mais ça demande encore des précisions parce que allergie, c'est un mot vaste et vague. En fait, c'est quoi? C'est le chocolat, le café, les joints. Oh, non, je te dis, le grand problème, c'est que j'ai une peau franchement sèche. En fait, moi je fais un truc qui s'appelle de l'eczéma. Et à côté de ça, t'as plein de trucs qui se déclenchent. Et en fait, tu te rends compte que la solution à ce problème-là, ça se passe que dans ta tête. C'est-à-dire, tu dois faire un travail mental. Et c'est très très dur à comprendre ce truc, quoi. Faut essayer de faire marcher ta tête pour stopper les allergies. C'est très compliqué. On n'y arrive pas toujours. On imagine facilement qu'on y arrive d'autant moins qu'on est soumis qu'on est souvent à toutes les ouais. stressés et puis public, donc en permanence sous la menace du regard public. Donc c'est sans doute plus facile à négocier. En même temps, je me transforme pas en Elephant Man, tu vois. Je veux dire, ça reste correct. Ah, quand même, la personne ne voit ce qu'on voit, mais. Non, ça se, je sais pas comment on dit, ça se transforme par, je sais pas, par des dartres ou par des petites plaques rouges comme ça que j'ai dans le cou ou dans le creux des bras, pardon. C'est pas le sida quand même. Non, je te rassure. Non, c'est des allergies, c'est vrai, des choses psychosomatiques qui peuvent être, maîtrisables en une journée. En une journée, ça peut apparaître et redisparaître. Voilà. C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose qui me prend la tête, que j'ai un problème, tout de suite ça se transforme par une plaque. Mais c'est déjà pas mal, hein. Ce qu'on dit en général, c'est que c'est inespéré quand on a la capacité d'exprimer les choses déjà. Parce que si ça restait à l'intérieur, vous parliez de la beauté intérieure tout à l'heure, si ça restait à l'intérieur, ça serait... il y a tout un tas de choses. Ça serait les ulcères, les œdèmes, l'asthme, l'arthrite. Bon, passons au cauchemar. Est-ce que vous avez des cauchemars un petit peu obsessionnels comme ça? Non, pas vraiment. J'ai des phobies, oui. Des phobies des piqûres. C'est tout. Des piqûres de quoi? De guêpes? Non, des piqûres des seringues. Ah oui. C'est plutôt relativement salutaire. Enfin, ou ça peut l'être hein, à l'occasion. C'est plutôt relativement sexuel, oui, surtout. Non? Tu trouves? La peur des seringues, des piqûres, c'est un petit peu. Oui. Non, justement, ça rejoint ce problème d'allergie, c'est que quand j'étais petite, mes parents s'affolaient avec tout cet eczéma que j'avais, on comprenait pas pourquoi, et on m'a emmenée dans un hôpital pour me faire des recherches. Et on vous a fait 24 on m'a fait, tests allergiques. 3000 piqûres, et puis moi je devais avoir, je sais pas, 4 ou 5 ans, je savais pas vraiment où m'emmener, ce qu'on allait me faire, donc j'étais toute contente, les infirmières étaient gentilles avec moi, et tout d'un coup, il y en a une qui est arrivée avec un plateau avec 30 seringues, et là on a pu entendre que moi dans l'hôpital, on m'a entendu hurler, et je crois que c'est depuis ce jour-là que j'ai une peur bleue des piqûres. Bon, tout va bien. Est-ce qu'on a fait le tour de toute la pathologie ou est-ce qu'il reste encore d'autres choses? Non, alors précisément dans les cauchemars, est-ce que vous, j'imagine que vous avez dû rêver de serpents. Vous rêvez de serpents, non? Non, les cauchemars qui me mettaient assez mal à l'aise souvent. Genre, je fais pas beaucoup de cauchemars depuis quelque temps. Quand j'étais petite, c'était plutôt une sensation plutôt qu'une. Enfin, d'abord il y avait la vision. J'étais en haut d'une falaise et tout d'un coup je me mettais à tomber et la chute durait 3 plombes et c'était une drôle de sensation de tomber dans le vide, tu sais, j'avais l'impression je savais pas si j'étais attirée vers le haut ou vers le bas et je sais pas, c'était une horrible sensation et ce cauchemar-là je l'ai fait souvent. Docteur Bayon, c'est quoi ça? C'est le pouvoir, j'ai rien à dire, mais c'est le pouvoir, le succès. Non, c'est bien ça. Je sais pas, c'est intéressant. Ça... on va pouvoir réfléchir un moment. Voilà, allez, sur l'aspiration et le temps d'écouter Dis-lui-toi que je t'aime, c'est Vanessa Paradis dans France Interview. Dis-lui-toi que je t'aime, Vanessa Paradis, invitée de France Interview jusqu'à 18h, avec Bayon et Yves Bigot donc pour t'interroger. Qu'est-ce qui se passe alors finalement avec ta carrière internationale? J'étais avec toi à New York il y a un mois environ pour le festival de la Confédération des télévisions francophones.
quelque chose de relativement hallucinant, où tu es venu chanter tandem en playback, comme c'était la règle pour tous les artistes qui venaient quasiment que pour une chanson déjà enregistrée. Et là, tu as rencontré un certain nombre d'agents américains. On sait que ta maison de disques, dont le président mondial est Alain Lévy, qui est un Français, croit beaucoup à toi pour le marché étranger, pour le marché américain. Qu'est-ce que ça te fait d'abord de savoir que tu es l'objet d'autant de convoitises, et où est-ce qu'on en est concrètement? Ça fait un... Je sais pas, tu te demandes un peu pourquoi il y a tant d'agitation comme ça. Ça fait plaisir et peur à la fois, quoi. Et où on en est, on en est vraiment au stade du projet, quoi. C'est vrai que les Américains commencent je sais pas, à me contacter, à vouloir me rencontrer. Pour l'instant, au niveau de la musique, ce qui est prévu, on est en train de rencontrer des auteurs anglais, américains. Et pour faire un album en anglais. Maintenant, on ne sait pas si nos chansons, on va les aimer en anglais. Donc pour l'instant, on va les enregistrer. Si ça nous plaît, on les gardera en anglais. Si ça nous plaît pas, ils auront l'album en français et ils se débrouilleront avec, quoi. Voilà. Maintenant, je sais pas, quoi. Au niveau des agents que j'ai rencontrés là-bas, c'était des agents cinéma qui ont certainement entendu parler de moi à la suite des Césars, ou je sais pas. Et je sais pas, qui avait envie de savoir un peu qui j'étais et de me rencontrer tout simplement. Mais on sait pas vraiment, il se passe pas encore grand chose. Il était bruit à un moment donné de Madonna, de Madonna, oui, spécialement. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Non, ça c'était à l'époque de Jewel Taxi, quand Jewel Taxi était numéro 1. Étienne Rodagil qui était plus ou moins ami avec Seymour Stein, le manager, producteur, je sais pas trop quoi, de Madonna. Et j'avais été au concert de Madonna il y a 3 ans ou 4 ans au Parc de Sceaux, et Étienne m'avait présenté à Seymour Stein. Et il était question qu'on se rencontre, qu'on discute qu'on discute d'un projet, encore une fois. Mais seulement, Stein proposait simplement un contrat pour un 45 tours, et nous, on voulait pas faire un coup aux États-Unis. Nous, on parlait d'album, et lui parlait de 45 tours. Donc ça a traîné, et puis on a abandonné petit à petit. Et puis voilà, quoi, je pense qu'on repart du point zéro. Curieusement, on a le sentiment que tu t'intéresses beaucoup plus aux États-Unis qu'à l'Angleterre, où pourtant tu as eu un succès phénoménal avec Jewel Taxi, qui avait été quasiment le succès de l'année. Il n'avait pas été numéro 1, mais on sait que c'était un peu à cause de Polydor Angleterre qui n'y croyait pas et que ça ennuyait qu'un disque français marche aussi bien chez eux. Et ça avait été la chanson la plus diffusée sur la BBC cette année-là. Alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les Américains et pourquoi moins les Anglais? Non, pas spécialement moins les Anglais que les Américains, je sais pas, parce qu'en ce moment c'est les Américains avec qui on discute. Ça, on a le sentiment qu'il y a un peu cafouillage sur la suite de Jewel Taxi en Angleterre. Eux, ils attendaient beaucoup quelque chose, ils attendaient qu'il se passe quelque chose, et puis en fait rien, quoi. Je pense qu'il y a cafouillage parce que eux savent pas vraiment ce dont ils ont envie, ce dont ils ont envie de faire avec moi, et nous on sait pas très bien parce que je sais pas, quoi, le marché américain c'est quelque chose de tellement énorme qu'il faut pas débarquer comme ça pour apprendre. Je crois qu'il faut d'abord savoir plein de choses avant d'y aller, donc c'est vrai qu'on est tous un petit peu perdus par rapport à cette histoire, et on est en train de, je sais pas, d'apprendre comment, parce que je pense que c'est de toute façon c'est une mentalité, un travail tout à fait différent en Angleterre et en Amérique, donc on a besoin d'apprendre des choses, et à partir du moment où on en saura je sais pas, le minimum, le maximum, on pourra avancer un petit peu plus vite, quoi. Est-ce que tout bonnement, c'est pas qu'il y a pas de suite à Jewel Taxi pour le moment, ou du point de vue du tube, il y a pas quelque chose aussi facilement négociable à l'étranger que Jewel Taxi, qui était typique, un peu presque ethnique pour les anglo-saxons. En Angleterre, par exemple, quand Marilyn et John est sorti en Angleterre, et c'est vrai que peut-être que Marilyn et John est franchement pas un tube, ou je sais pas, je sais pas très bien parler comme ça de tube ou de trucs comme ça, mais il y a eu plein de choses. Peut-être que les Anglais ont pas vraiment aimé Marilyn et John, que la maison de disques a repris, je sais pas, ou
En même temps, c'est encore un cafouillage, quoi, parce que moi, j'ai été travailler en Angleterre à l'époque de Joe Taxi, et après, j'ai commencé à me balader un petit peu partout, donc j'étais pas braquée simplement sur l'Angleterre, et il y avait un petit peu plein de choses à la fois, et bon, voilà, quoi. Mais je sais pas, Est-ce qu'il y a un projet de film en route en ce moment? La suite de Noces Blanches, puisqu'on on peut pas, elle elle était est morte. Non, Noces Blanches, le retour et la mission 2. La résurrection. La vengeance. Non, il y a pas de projet, tout simplement parce que les scénarios, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, j'ai attendu Noces Blanches pendant 3 ans. À partir du moment où j'ai fait Joe Taxi, on m'envoyait des scénarios. C'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Noces Blanches, c'est arrivé 3 ans après. S'il faut que j'attende encore 3 ans, bah, j'attendrai 3 ans. Mais je veux pas faire n'importe quoi. J'ai envie de tourner un film comme une folle. Vraiment. Il n'y a pas de proposition étrangère, là, non plus? Si, il y a des propositions en France, il y a des propositions étrangères, mais ce qui compte pour l'instant, la base, c'est quand même le scénario. Et le scénario, je suis navrée, mais il est pas là encore. Donc vous les lisez tous? Ou des gens les lisent? Je les lis pas tous parce que sinon je ferais à peu près que ça, mais j'ai un agent cinéma qui s'appelle Marceline Lenoir, qui est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, qui est mon ami, et qui lit les scénarios qui arrivent dans la semaine et qui m'en fait le tri de ceux qui sont corrects, parce qu'il y a quand même beaucoup de n'importe quoi. Donc elle me propose ceux qui sont à peu près bien. Et pour l'instant, j'en ai pas retenu un seul, quoi. Marceline, c'est cette dame de 65 ans dont vous me parliez la dernière fois, ou non? Oui, c'est ça. Car Vanessa a des amis plus âgés qu'elle. Oui, ouais. À peu près comme tout le monde, mais je sais pas, c'est comme ça. J'aime bien être entourée de gens qui sont plus vieux que moi. Je sais pas, je me pose pas la question de savoir pourquoi, et ça a toujours été comme ça, quoi. Alors dans l'amitié comme dans l'amour, ce qui compte toujours le plus, justement, c'est la complicité. Oui. Est-ce que c'est parce que tu as l'impression que des gens qui sont plus âgés que toi ont en fait le même niveau d'expérience que celui qui est le tien maintenant? C'est-à-dire que quand je suis avec des gens de mon âge, parce que ça m'arrive quand même, on découvre les choses ensemble, et quand je suis avec des gens plus âgés, eux ils ont découvert les choses, et moi je suis un petit peu observatrice, j'apprends plein de choses et je vais 2 fois plus vite, et moi c'est ça qui me plaît. Je veux dire, la mort pour moi c'est l'ennui, et dès que je m'ennuie c'est pas bon du tout, quoi. Et avec des gens plus âgés que moi, je m'ennuie pas. Donc je vois pas pourquoi ça changerait. Normalement, Bayon a une ultime question qui frappe toujours assez fort. Pour terminer. Oui, je pense qu'il veut dire, oui, mais je vais la poser puisque ça lui fait si plaisir que ça. Je voudrais que vous fermiez les yeux, si vous voulez. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois tes lunettes. C'est encore raté, donc. Voilà. Alors, c'est la permanence rétinienne, on finira par le savoir. Voilà, c'est une question de test. Alors, et vous, Bayon, si vous fermez les yeux, que voyez-vous? Ah non, moi je peux pas, j'ai le vertige si je ferme les yeux. C'est peut-être ça la réponse que... Alors, non, moi je peux pas quasiment fermer les yeux devant des... Pas devant Vanessa. Oui, spécialement devant Vanessa. Enfin, devant Vanessa et devant témoin, je ne peux pas, non. On va essayer de trouver une conclusion donc moins ratée que celle qu'on a tentée. Alors peut-être avec quelque chose de plus simple, de plus bêta. Où est-ce que tu vas passer le week-end de fin d'année, et est-ce que c'est un week-end différent des autres week-ends? Je pense que ça va être encore une conclusion ratée parce que je sais pas. On est des spécialistes. Non, c'est les fêtes du 31 décembre, c'est toujours un gros problème parce qu'il est dit dans le calendrier que ce soir-là faut faire la fête, et je suis désolée mais pour moi la fête c'est quelque chose de spontané et tu as pas à calculer la fête, quoi. La fête, tu t'amuses ou tu t'amuses pas et ça se passe comme ça. Donc en général le 31 c'est, je sais pas, suffit d'être avec des gens qu'on aime et puis on passe un bon moment et... C'est bien ça. Ferme-la. Non. Tentative de troisième conclusion réussie. Donc, et là je vais te reposer une question que je t'ai posée il y a 1 mois à New York. Déjà, si la réponse est la même, ça pourra faire une conclusion. Si c'est pas la même, on verra s'il y en a une 4e nécessaire. C'est: est-ce que tu vas prendre des résolutions pour le nouvel an? Oui. C'était quoi que j'avais répondu? Oh ben, quelque chose du genre. Je vais essayer de me coucher plus tôt.
Oui, en général, c'est ça, mais les résolutions du 31 décembre, c'est pas quelque chose de très bien parce que... Ouais, c'est des résolutions d'ivrogne, hein, la plupart du temps. Ouais, enfin, bon, sauf que je bois pas, mais je crois que t'as raison, je vais essayer de me coucher plus tôt. Ouais, on va peut-être essayer d'y aller tout de suite, mais ne le faites pas si vous êtes au volant et que vous partez en week-end. Bayon, Yves Bigot et Vanessa Paradis vous souhaitent à tous de passer une bonne fin d'année, un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Dimanche 30 décembre à 18h, retrouvez Jacques Chancel et André Chouraki dans Les Guetteurs du siècle sur France Inter. Ce sera dimanche à 18h. 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 Dimanche